100 ABC Women would like to thank BIPOC Executive Search for sponsoring today's episode. The BIPOC Executive Search app is here for you. Get information about job opportunities we're recruiting for. Keep up to date and in the know about career news tailored to Indigenous, Black, and other racialized audiences. Gain helpful tips and learnings to help you on your career trajectory, celebrate job appointments, and more. The BIPOC Executive Search app, here to elevate the candidate experience for Black, Indigenous, and communities of color. Free to download and available on iPhone and Android smartphones. Look how far you have come on your own, but never alone. Through the rain and through the shine, here's your moment, it's your time. You stood tall and now you see, standing in your destiny. 100 woman growing strong. 100 woman where you belong. You stood tall and now you see, you have reached your destiny, woman. 100 ABC Women would like to take this opportunity to welcome our viewers and listening audience, families, friends, and our sponsors to our inspirational conversations, fireside chats with 100 ABC honorees. 100 Accomplished Black Canadian Women is a bold initiative created by the co-authors, the Honorable Dr. Jean Augustine, a former MP, Donna Jones-Simmons, a corporate diversity executive, and Dr. Denise O'Neill Green, Vice President, Equity and Community Inclusion at Ryerson University. Our mission is to celebrate and archive the professional accomplishments of trailblazing Black women from all across Canada. The goal is to create an ever-expanding database available for current and future generations via print media, public and private libraries, as well as a website, which is www.100abcwomen.ca. We are pleased to bring you a series of fireside chats which include conversations around education, healthcare, entertainment, creative arts, legal, technology, entrepreneurship, diversity and equity, media, engineering, politics, sports, and so much more. These, we know, are topics that matter to us and to you. These educational and inspirational conversations will be made available to all current and future generations via our 100 ABC YouTube channel. This is a great way to learn from our elders, brilliant-minded and accomplished Black Canadian women. Notre animatrice, Sarah Onyango, animatrice de radio et de télévision. Alors, bienvenue à cette causerie qui se veut vraiment inspirante et qui met en valeur les lauréates du programme 100 Accomplished Black Canadian Women. Alors, étant moi-même immigrante, le sujet que nous allons aborder va vraiment m'intéresser. Et pour cette causerie, j'ai deux invités de marque. Madame Karine Morin, qui est avec Justice for Peace, et Yvette Yende Achiri, qui est présidente nationale de la Jeune Chambre internationale
Canada et je vais les laisser se présenter. On va commencer avec Karine plutôt. Ah bon, merci Sarah. Donc, je suis juge de paix depuis 2011 et j'adore ce que je fais comme travail. C'est, disons un accomplissement dans ma vie qui rassemble toutes les expériences que j'ai vécues depuis ma tendre enfance. Alors, c'est ce que je pourrais dire en quelques mots pour me présenter. Et racontez-nous un peu votre parcours, parce que vous êtes né au Canada, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je suis comme première génération canadienne. Mes parents sont arrivés dans les années 60 à Montréal. Et j'ai grandi dans une petite ville à l'époque, parce que toutes les villes sont devenues des méga-villes aujourd'hui, mais bon, à l'époque, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et nous étions la seule famille noire dans la ville. J'étais la seule noire à commencer l'école là-bas jusqu'à ce que mes frères jumeaux viennent me rejoindre. Puis on était comme, j'ai toujours été la seule noire à faire telle chose ou faire telle chose. Donc, j'ai grandi dans cette dualité d'identité parce que venant de parents haïtiens, très ancrés dans la culture haïtienne, et moi, grandissant dans une ville complètement québécoise, je n'avais pas le choix que d'être à la maison, de vivre une culture complètement haïtienne et d'être à l'école et de vivre complètement une culture qui était, je dirais, québécoise, parce que par la suite, en arrivant déjà à Montréal pour le cégep, ça a été un grand apprentissage d'intégration parce que là, il y avait beaucoup d'Haïtiens, il y avait beaucoup d'autres cultures aussi. Alors, je me faisais appeler Oreo Cookie. On me disait que j'étais noire de l'extérieur et blanche en dedans parce que je ne parlais pas ma langue, etc. Donc, j'ai au cégep appris 4 langues. En plus, je dirais une 5e parce que c'est là que j'ai appris le créole rapidement et que j'ai commencé à beaucoup plus m'identifier à ma culture haïtienne. J'étais aussi la première noire, je crois en 1985 ou 4, à travailler dans une boutique sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Alors, on ressemblait presque à des singes dans une cage, comme au zoo. Les gens venaient dans les vitrines nous regarder en train de travailler. Et à l'époque, parce que je disais nous, parce qu'il y avait mon ami qui était le premier noir à travailler au château sur la rue Saint-Laurent, il y avait moi sur la rue Sainte-Catherine à la boutique Biji, et j'avais un ami qui, lui, était mélangé noir et québécois, qui, lui, travaillait au McDonald's sur la rue Sainte-Catherine. Ben, à l'époque, au McDonald's, il n'avait même pas le droit d'être à la caisse. Moi non plus, je n'avais pas le droit d'être à la caisse, ni mon ami n'avait pas le droit d'être à la caisse au château. Donc, celui qui était au McDo, lui, il sortait seulement quand la foule était partie pour nettoyer les tables et ensuite il retournait à l'arrière se cacher pour le reste de son chiffre jusqu'à ce qu'il devait retourner nettoyer les tables. Alors moi, je n'avais pas le droit d'être à la caisse, donc je servais que les clients pour les habits et à plier les habits et à mettre les étiquettes sur les habits, mais je n'avais absolument pas le droit d'être à la caisse. Et la raison pour laquelle j'ai eu ce travail et que mon autre ami aussi a eu son travail au château, c'est parce que nous étions des mannequins. Et donc, dans le mannequinat, ça nous a permis de pouvoir travailler dans ce sens-là. Et de là, je suis partie donc pour l'université à Toronto. Alors, quand je suis arrivée à Toronto, j'étais complètement surprise parce que là, c'était plus 2 identités, 2 langues et une bipersonnalité parce qu'à Toronto, c'était vraiment un amalgame de cultures. Alors, je me disais, waouh, ça, c'est incroyable. Moi, je suis descendue toute la Sainte-Catherine, désolée, je suis descendue toute la rue Yonge à Toronto pour trouver... Oui, la Yonge, de Saint-Clair jusqu'au centre-ville de Toronto pour trouver un travail dans une boutique. Alors, je m'arrêtais dans toutes les boutiques que je trouvais. Je présentais mon CV. J'avais des sciences pures. J'avais 4 langues en plus. Alors, on me disait, « Oh, you're overqualified. » Alors, j'étais, mais ça veut dire quoi ça? Que j'ai trop de qualifications, j'ai un CV, je présentais d'une certaine façon. Alors, c'est finalement, quand je suis arrivée au Eaton Center, j'ai trouvé la même boutique BG. Je me suis dit, ah ben tiens, j'ai de l'expérience BG, ils vont me prendre. Alors là, la caissière, elle m'a dit un instant, elle était chercher la superviseure qui était en lunch. La superviseure me dit, mais pourquoi tu ne vas pas dans un centre d'emploi? Ben, en 87, à Montréal, nous, les Noirs, on n'avait jamais su c'était quoi un centre d'emploi.
Alors, j'ai dit, elle m'explique, et puis elle m'explique qu'il y en a un là-bas sur la rue Front. Alors, j'ai dit, OK, j'y suis allée. Et j'ai trouvé un truc sur les communications, Accurate Communication Limited. Alors, ça, c'était ma première expérience de travail dans un bureau. Quand je suis arrivée là-bas, il était presque 19 heures quand j'ai appelé. Ils m'ont dit, oui, on est ouvert, on peut passer tout de suite. Alors, je suis passée, ils regardent mon CV et disent, wow, magnifique. Je me rends dans la salle, c'était en anglais le switchboard operator. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'Internet. Alors, ce qu'on faisait, il n'y avait pas de boîte pour répondre au téléphone non plus, les boîtes vocales. Donc, c'était des femmes. Il y avait comme une cinquantaine de femmes de toutes sortes de races. Donc, moi, je les voyais comme toutes noires, mais j'ai après compris qu'elles étaient de toutes sortes de cultures différentes. Alors, ces femmes-là répondaient avec des fils, elles répondaient au téléphone, elles prenaient des messages sur papier, elles mettaient dans des pigeons. Et ensuite, elles prenaient ces papiers, elles répondaient au téléphone, puis elles lisaient les messages aux personnes d'affaires. Alors moi, c'était pour ce poste que j'appliquais. Et je me disais, bof, ça a l'air un peu compliqué avec tous les fils et tout, mais je vais apprendre. Et ensuite, le même soir, à 9 h, quand je suis arrivée chez moi, je reçois un coup de fil et le monsieur me dit, est-ce que tu es prête à commencer demain? On t'embauche, mais pas dans le département du switchboard. Ils m'ont pris comme superviseur dans le département de Telex-Fax. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai pris mon dictionnaire, j'ai cherché. J'ai dit, ah bon, je ne savais pas que ça existait, Telex-Fax. Alors, c'était les premiers fax où je prenais en diction le message de l'homme d'affaires qui voulait envoyer un message soit aux États-Unis, soit au bout du monde. Et je transmettais cela par les premières machines fax qui existaient à l'époque. Et je faisais la même chose qu'on appelle les text messages aujourd'hui, les messages textes. Alors moi, je le faisais, c'était une grosse machine qui tapait et j'envoyais des téléx. C'est comme ça aussi que j'ai fait un pont dans le domaine de l'entrepreneuriat, quoi. Alors, on va y revenir. C'est intéressant, les expériences de travail, le fait qu'on ne veuille pas te mettre de l'avant parce que tu n'avais pas la bonne couleur de peau. Et ça, c'est il n'y a pas longtemps, hein? Il y a une trentaine d'années. Là, on va passer à Yvette. Alors, Yvette, toi, tu es arrivée en tant qu'adulte ici au Canada et raconte-nous un peu ton parcours. Oui, alors moi je suis congolaise d'origine, je suis née, j'ai grandi une partie de ma vie au Congo jusqu'à ce que mes parents immigrent en France. D'abord, j'ai cheminé d'abord en France où j'ai passé ma vie, on va dire, mon éducation secondaire et universitaire jusqu'à ce que j'émigre au Canada, donc il y a à peu près plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je peux dire que mon intégration ici au Canada, elle a été... j'ai poussé les portes pour me faire ma place. Parce que lorsque je suis arrivée, je connaissais seulement mon mari, étant donné que j'ai immigré au Canada, l'amour m'a amenée ici. Après un voyage, j'avais rencontré mon mari et puis bon, on s'est mariés. J'étais vraiment seule. Je dirais que j'ai vraiment laissé derrière moi ma famille. Je suis très, très famille. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Donc, j'ai quitté, en fait. Et puis, tellement j'étais habituée donc, dans mon entourage, quand je suis arrivée, bien que bon, c'était une nouvelle vie et tout, j'ai eu quand même une période où j'étais pas mal triste parce que je me sentais pas dans mon entourage. J'avais plus les repères que j'avais et je suis une personne de nature très dynamique, engagée. Alors là, je me demandais, mais par où je vais commencer? J'ai besoin de me retrouver. C'est vrai que j'ai pris le temps quand même avec mon mari notre temps parce qu'on jeune couple marié, etc. Mais il me manquait toujours un petit quelque chose, c'est-à-dire mon engagement dans la communauté. Et je dirais que j'ai frayé ma place comme ça, vraiment en continuant donc à m'engager sur les causes qui me tiennent à cœur, la justice sociale, l'élimination de la violence faite aux femmes, le leadership des jeunes, l'équité. Et c'est comme ça que j'ai frayé mon chemin et avec plusieurs initiatives. En
en 2011-2012, je réactivais la Jeune Chambre internationale d'Ottawa, qui est un organisme mondial de jeunes citoyens actifs auquel j'avais déjà adhéré lorsque j'étais en France. Et lorsque je suis arrivée au Canada, cette organisation dans la capitale nationale n'existait plus après de très longues années. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai contacté les anciens qui étaient là, j'ai cherché les sénateurs. Enfin, j'ai vraiment essayé de bouger autour de moi pour que ça puisse arriver, jusqu'à ce qu'en 2012, officiellement, la Jeune Chambre d'Ottawa a été reconnue, a reçu son affiliation, et puis ça a permis à ce que d'autres également puissent rentrer. Ensuite, une autre initiative, j'ai cofondé la Fédération Femmes-Enfants Avenir Monde pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Donc, dénoncer la violence comme arme de guerre, comme il se fait au Congo depuis plus d'une vingtaine d'années, où les femmes congolaises, les jeunes filles, les enfants, les bébés, n'en parlons plus, donc sont vraiment violentées d'une manière atroce. Et j'ai voulu faire le lien ici avec le Canada, que la violence, c'est quelque chose qui est international. Et ici, on parle beaucoup plus de violence domestique, on parle de violence morale, etc. Et je voulais qu'on ait cet élan de solidarité envers celles qui souffrent aussi dans le silence et dont on ne parle pas assez. Et par là, ensuite, je continuais toujours dans cette recherche d'identité. Tout à l'heure, je pense que c'est Sarah, je ne sais plus si Karine l'a dit. Je trouve que lorsque on ne sait pas qui on est, on ne sait pas là où on va. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup dans mon parcours, je rencontrais, donc finalement j'ai commencé à rencontrer différentes jeunes filles, différentes jeunes femmes qui se sentaient limitées par rapport à ce qu'elles pouvaient faire. Et je me suis dit, je pense que ça a à voir avec l'identité. Ça commence d'abord par savoir qui l'on est. J'ai eu cette chance de grandir dans une famille qui m'a toujours poussée de l'avant. Tu es une femme, mais tu es capable, tu peux faire ce que tu imagines de faire, encourager, que ça soit en France ou partout ailleurs où ma famille est dans le monde. Dès qu'il y avait une initiative, j'étais encouragée. Et je trouvais que c'était formidable et ça me poussait à faire des choses. Et alors, je me suis dit, il y a aussi d'autres femmes qui ont des parcours inspirants, qui font des choses formidables ici dans la capitale nationale. Alors, laissons qu'elles puissent inspirer d'autres. Et c'est comme ça qu'en 2016, je créais donc Identité culturelle, une émission qui passe donc encore sur les ondes de Bell Media, donc pour montrer le parcours des femmes immigrantes francophones qui donc font briller le patrimoine canadien. Et puis la particularité, c'était il fallait qu'elles aient 1, 2, 3 cultures. Moi, aujourd'hui, je jongle avec 4 cultures, je dirais, donc congolaise, française, Nigeria, oui. Canada, oui. Et mes enfants, pareil. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est facile de se perdre. On se demande, mais finalement, en fait, je suis qui? C'est une question que ma fille de 11 ans maintenant m'a demandé un jour. Et lorsque je l'ai regardée, elle était vraiment perdue. Parce qu'à la maison, c'est beaucoup le Congo. Mon mari, on parle du Nigeria, mais c'est vrai que je parle beaucoup plus français avec mes filles, etc. Donc, pour qu'elles aient le bilinguisme, moi, je parle français. Et puis, la famille congolaise, elle est bien présente. La famille nigérienne aussi, mais on la voit moins. Alors, lorsqu'ils ont, en quelques années auparavant, donc j'ai eu ma belle famille qui est venue, et là, ils nous ont amené donc, les habits traditionnels. Mes filles, elles ont eu des cadeaux, donc leur chapeau et tout. Et puis, ma fille, elle s'est sentie perdue. Elle me regarde, elle dit, mais maman, en larmes, elle me dit, mais finalement, qui je suis? Canadienne, nigériane, congolaise? Et là, je l'ai regardée, j'ai dit, mais tu es tout ça. Toute cette culture, toutes ces cultures, c'est toi. C'est ce qui fait que tu es toi. Et puis là, elle m'a regardée, elle a dit, OK. Effectivement, à identité culturelle, on parle de ça, de l'identité. On a parlé avec toutes les femmes que j'ai rencontrées et que j'ai interviewées.
on parlait de la même chose, que c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir là où on va. Oui, et c'est intéressant que, bon, l'Afrique continentale, les Caraïbes avec Haïti, mais quelqu'un qui arrive ici en adulte, mais qui avait déjà été bien ancré dans sa culture d'origine. Ça rejoint un peu mon propre parcours du Kenya, de parents kenyans. On a toujours parlé notre langue maternelle à la maison, en plus de 3, 4 autres langues, comme tout Africain qui se respecte. Hein. Et ça se complique quand on a des enfants. Alors, le thème de cette conversation, c'est s'intégrer à la culture canadienne. Et toi, je vais poser la question à Karine parce qu'elle est ici depuis plus longtemps. Et en plus, elle est au Québec. Yvette, tu es en Ontario. Alors, la problématique est vraiment tout autre parce qu'on a le bilinguisme, capitale fédérale, etc., etc. Bon. Mais s'intégrer à quelle culture canadienne? C'est quoi la culture canadienne? Les Canadiens eux-mêmes, ils ne savent pas c'est quoi la culture canadienne. Alors, si vous aviez à décrire la culture canadienne à quelqu'un en Afrique ou quelqu'un en Haïti qui pense venir s'installer ici, Karine, comment est-ce que tu décrirais ça? Ça, c'est une question à bombe atomique. Alors, toi, tu es au Québec. Alors, parlons du Québec. En fait, non, j'ai grandi au Québec. Oh, tu as grandi, oui. Je suis née au Québec. Ouais. Et j'ai immigré en Ontario. Au Canada. Canada, dans le Canada, du Canada au Canada. Ouais. Mais il faut dire qu'au Québec, ayant grandi au Québec, étant une province qui est le contraire de l'Ontario et du reste du Canada, où la majorité, nous sommes francophones, la minorité est anglophone, mes premières luttes ont été certainement la langue. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je défends la langue française en milieu minoritaire. Mais étant au Québec, la difficulté pour moi, c'était encore, c'est ça, les deux cultures, parce qu'il y avait cette culture, et je peux aussi parler de la culture québécoise versus la culture canadienne, parce que j'ai vécu ce changement drastique de différentes pensées. Alors, les Québécois, on peut dire qu'ils étaient très crus, très, très crus. Alors, quand j'ai grandi dans cette petite ville, je n'ai pas trop senti le racisme et tout ça, ça allait bien, même si j'étais la seule. Je ne me rendais pas compte que j'étais la seule noire, c'était ma réalité. Où je sentais cette différence de culture, c'est quand je rentrais à la maison, je n'avais pas le droit de parler québécois, parce que je peux parler québécois là, sans problème, vous comprenez? C'est quand même, c'est ma langue, là. Vous savez, j'ai grandi avec ces gens-là, je sacrais, puis je disais tout pareil comme eux autres, sans problème. Mais quand je rentrais à la maison, ah non, là, c'était pas question. Tout de suite, je me faisais ramasser, tout de suite, je me faisais dire que non, ça reste dehors de la porte, etc. Donc, j'étais vraiment ancrée dans la culture haïtienne étant à la maison. Mes parents me parlaient en créole, mais je ne le parlais pas. Ça, c'était une façon de me rebeller. Je refusais de parler le créole et je me plaisais à parler québécois, mais à la maison, il fallait que je restitue mon français pour parler le bon français, comme on disait. Alors ça, c'est un peu à l'enfance. Maintenant, arrivé au cégep à Montréal, c'était comme je l'avais dit, j'étais comme, OK, on me dit, t'es pas mal blanche à l'intérieur, mais t'es noire de l'extérieur. Donc là, j'ai un peu appris à côtoyer surtout les Haïtiens. J'ai appris le créole, j'ai appris aussi d'autres langues, etc. Et j'ai découvert qu'il y avait ces divisions. Hein. Les Italiens étaient ensemble, les Portugais étaient ensemble de leur côté, les Congolais étaient ensemble de leur côté. Donc, chacun s'identifiait vraiment à une culture, je dirais, maternelle, quoi. Alors, là, c'était surtout la dichotomie de la langue, donc le français versus l'anglais. Il fallait vraiment... je me suis battue pour la loi 101 jusqu'à ce que la loi 101 passe. Et quand la loi 101 est passée, j'ai vécu ce changement d'affiche partout dans le Québec où on n'avait plus que les stops, mais on avait des arrêts. On n'avait pas arrêt-stop, on avait des arrêts. Alors, il y avait des entreprises qui avaient un nom anglophone depuis ma tendre enfance qui maintenant avaient complètement changé pour un nom complètement en français.
Ça m'a fait réaliser qu'il fallait qu'on puisse vivre ensemble et qu'on se côtoie. Et pour vivre ensemble et se côtoyer, il fallait quand même qu'on embrasse les deux cultures. Alors, en arrivant à Toronto, être à l'université et me retrouver dans un amalgame de cultures, comme là, vous dites, et puis mes enfants aussi, j'ai 3 garçons, et c'est toutes des cultures différentes, plus maintenant leurs conjoints. Donc, ça s'agrandit et on se retrouve même dans l'unité familiale, qu'on est un amalgame de cultures. Qu'est-ce que c'est le Canada pour moi? Qu'est-ce que c'est la culture canadienne? Ben, c'est ça. Pour moi, c'est cet amalgame de cultures. J'ai rencontré des gens qui se disaient franco-ontariens. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire être franco-ontarienne. Et à force de parler, de voir d'où tu viens, ben non, ça faisait 4 générations qui vivaient en Ontario et qui parlaient français. J'étais comme, oh, OK, c'est bon. Alors, c'était vraiment de comprendre chaque personne vient d'où, chaque personne a une historique, et le Canada, c'est un amalgame de culture. Il n'y a personne à qui ça appartient, le Canada, à part les Premières Nations. Mm-hmm. Alors, c'est ce que je dirais dans ta question, quoi. Mais j'ai d'autres choses à ajouter par la suite quand tu me donneras la parole. Merci, Karine. Et justement, puisque tu as évoqué l'Ontario français, Yvette est une grande défenseur des droits des francophones en Ontario. Et en fait, tu as même gagné un prix, Bernard Grandmaître, pour tes réalisations dans ce domaine-là. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, la culture canadienne? Ta pauvre petite, à 11 ans, qui ne sait même pas qui elle est. Comment décrire la culture canadienne? C'est vrai que c'est une question bombe atomique parce que finalement, en fait, c'est difficile à répondre, mais je pense définitivement que la culture canadienne, en fait, ce sont toutes les cultures que nous avons autour de nous. Le Canada a une politique de l'immigration où elle accueille différents immigrants venant de part et d'autre. Et en Ontario, bien évidemment, donc, la francophonie a une place importante, bien que minoritaire, pour laquelle on continue à se battre. Et il faut continuer à se battre parce que c'est une richesse. Je continue à dire que les cultures, toutes les différentes cultures que nous avons autour de nous, c'est ce qui nous unit. C'est aussi ce qui fait que nous sommes culturellement riches. Si je dois définir c'est quoi le Canada, la culture canadienne, je ne pourrais vraiment pas donner une définition, sauf que c'est un amalgame, comme tu as dit, Karine, de personnalités, d'individus venant donc ici de culture francophone, de culture anglophone, immigrants et autres. C'est vraiment ce que je pourrais dire. Moi, lorsque je suis arrivée, alors, Ottawa, c'était pas vraiment un choix. Mon époux était déjà ici. Je suis arrivée, je parlais déjà l'anglais aussi parce que j'avais appris lorsque j'étais en Europe. Mais j'ai quand même eu le désir j'ai pas choisi Québec, j'ai choisi l'Ontario. Enfin, par après, on a continué à vivre ici parce que je me sentais plus appartenir ici, à Ottawa, au Québec, d'une manière étrange. Pourtant, je venais d'un autre pays francophone. Et puis, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord. C'est intéressant. J'allais dire que je suis d'accord avec Yvette parce que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quand je disais que les Québécois étaient très crus. Les Québécois, ils te le disaient tout de suite. Oui. Maudite ma job, tu sais. Tout de suite, tu te faisais dire. Donc, quand moi, je me faisais dire des choses. Mais toi, t'es pas pareil, toi. Toi, t'es pas pareil. Toi, t'es correct. C'est comme, pourquoi moi, je suis correct puis l'autre n'est pas correct? Alors qu'en arrivant ici, en Ontario, tu as l'impression, c'est une impression. Hein? Quand tu me dis ce que je dirais aux gens d'Haïti ou du Congo ou de l'Afrique, c'est une impression. Donc, oui, tu peux venir t'installer au Canada anglais, au Canada français, mais au Canada anglais, c'est sûr que c'est d'abord une impression que oui, il y a toutes les cultures et qu'on a sa place. Mais on n'a pas sa place. Il faut la prendre sa place. Il faut la faire sa place. Voilà. C'est une impression. En Ontario, les gens sont
Oui. Hypocrite. Ça, c'est la culture française Oui. des Français et la culture des Britanniques. Hein? Oui. Donc, c'est ça la différence. C'est ça que je dirais qui décrit le Canada, l'anglais, le français, de deux colons qui ont une façon différente de faire les choses. Alors, les Anglais, ils sont vraiment hypocrites. Ils peuvent te sourire en te poignardant. Et pas dans le dos. Et pas dans le dos. Ils te poignardent dans le cœur. Ils te regardent dans les yeux. Ils te sourient et ils te poignardent. Ça, c'est mon expérience personnelle aussi. Oui, et moi aussi, je suis québécoise d'adoption. Moi, c'était par amour aussi. J'ai suivi mon mari québécois. Et je trouvais que dès que je changeais mon accent pour parler en québécois, là, tout de suite, les gens étaient à l'aise. Mais tant et aussi longtemps que j'avais mon accent de France, parce que j'ai fait des études en France, non, là, ça ne passait pas. Mais il y a aussi le fait que nous, les Noirs, nous sommes une minorité et les Québécois, on dirait qu'ils ont peur que nous, on prenne leur place en tant que minorité à protéger, quoi. Donc, nous sommes un peu, nous représentons un défi pour leur statut de victime au Canada, parce qu'ils revendiquent par rapport à ça, ils utilisent ça pour revendiquer leurs droits. Justement, parlant de revendications, je veux parler de vos causes, en fait. Karine, toi, en dehors de tes activités professionnelles, parce que tu es juge de la paix, hein, il faut que les gens sachent aussi que après t'être fait refuser le contact avec les clients là-bas sur la rue principale là, à Montréal, tu es devenue juge de la paix, tu es devenue une pionnière en quelque sorte. Parle-nous un peu de ton organisme Justice for Peace. En fait, ce n'est pas un organisme, c'est un mouvement. Ce n'est pas un mouvement. Non, ça c'est... c'est juge de la paix, c'est ton titre en anglais. Juge de paix, c'est mon titre en anglais, en français, juge de paix. Donc, c'est une nomination du gouvernement. Je ne peux pas vraiment parler de ça comme c'est pas un organisme, c'est un travail. Non, oui. C'est une nomination à vie. C'est une nomination à vie où je pourrais dire que la différence ici en Ontario, on est la seule province où on siège sur les cas où on peut où on peut imposer des peines jusqu'à 2 ans. Donc, toutes peines qui sont 2 ans et plus, on ne siège pas dessus, mais n'importe quel cas où il y a une peine de 2 ans et moins, nous siégeons sur ces cas-là et nous faisons toutes les audiences de caution. Donc, oui, en effet, je suis la première Noire à être nominée juge de paix, Noire francophone, bilingue, à être nommée juge de paix ici en Ontario. Alors, c'est un grand honneur pour moi et c'est ce que je disais au début, c'est que c'est vraiment que toutes les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie me permettent aujourd'hui de faire mon travail de façon très, très assidue. Mais sinon, mon parcours a été vraiment de travailler avec les femmes abusées, justement. Pendant plusieurs années, j'ai fait mes études. J'ai finalement laissé les sciences, j'ai laissé les langues, mais j'ai fait des études en conditions féminines et j'ai travaillé avec les femmes abusées, les enfants abusés. J'ai ouvert un tribunal pour écouter les causes d'enfants au centre-ville et ça a pris 20 ans avant que finalement ils instaurent ce projet pilote-là dans tous les tribunaux de la province. Aujourd'hui, jusqu'à accepter qu'on utilise soit le chien ou d'autres méthodes avec l'enfant qui doit témoigner. Alors ça, c'était des moments quand même assez forts dans ma vie parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore d'enfant et puis je voyais 3 cas minimum par jour d'abus d'enfants, assez sérieux. Alors ça m'a vraiment donné beaucoup de résilience à pouvoir continuer à travailler avec les jeunes puisque j'étais trop dans le drame. Donc, j'ai voulu sortir un peu du drame et pouvoir aider les gens un peu plus que juste les enfants qui avaient été abusés ou les femmes qui étaient abusées. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans avec des jeunes à risque. Alors ça, c'est vraiment encore de façon arbitraire et systémique, je dirais, encore le racisme systémique, les jeunes qui se retrouvent dans des situations, les nouveaux arrivants qui
les familles qui ne sont pas là pour leurs enfants, qui ne comprennent pas le système de l'éducation, ces enfants-là sont démunis malgré eux et se retrouvaient dans des situations de délits et de crimes horribles, donc, et toujours à risque de ne pas graduer à l'école, etc. Donc, je me suis lancée là-dedans pendant 10 ans avant de retourner au gouvernement et aussi d'ouvrir à côté. J'ai été fondatrice aussi d'un organisme, oui, le Centre canadien pour l'unité de la famille, qui a eu 10 ans, il n'y a pas longtemps. C'est en 2009 que j'avais fondé ce groupe, qui aujourd'hui vraiment arrive à desservir les familles immigrantes francophones en Ontario, justement pour s'assurer que les jeunes aient des modèles avec qui ils peuvent discuter, parler et amener ces familles à mieux se comprendre dans cette dualité de culture, parce que l'intégration à l'identité canadienne, elle est très, très complexe. Alors, elle est complexe pour les parents qui arrivent, elle est complexe pour les parents qui sont là depuis des années, qui, eux, se battent constamment, font face constamment aux barrières systémiques au travail, etc., essayent d'élever leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Et puis, c'est les enfants qui en souffrent encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce qu'on va avec la pandémie dans laquelle on est aujourd'hui. Mais je dirais que ça m'a permis... Je dirais que ce que je dirais aux gens qui veulent immigrer, le Canada, ça va te permettre de développer une résilience comme tu n'as jamais pensé avoir. Oui. Ouais. Une ouverture d'esprit aussi et un travail sans relâche. Oui, ça, entièrement d'accord. Alors, Yvette, toi, l'année dernière, pendant cette pandémie, tu es allée co-organiser Justice for Peace après le meurtre de George Floyd. En fait, les gens qui regardent, si vous avez vu la manifestation monstre dans la capitale nationale du Canada, qui a réuni entre autres le premier ministre du Canada, plusieurs de ses ministres, des élus, des artistes, etc. Yvette Yende Acheri, raconte-nous un peu cette implication, en fait. C'était, quand on parle, j'en ai encore les émotions, Sarah, parce oui, que hein? c'était vraiment, ça reste, et puis on entre dans cette période-là, le 25 mai arrive. Donc, écoute, on a tous été ébranlés le 25 mai par les images, la nouvelle de la mort de George Floyd. Moi, ce jour-là, c'était le 25 mai, c'est l'anniversaire de mon père. Et donc, j'étais au téléphone avec mon père, ma famille, et je voyais entrer plein de messages, des choses, des vidéos, et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'ai laissé, je me suis dit, OK, je ne vais pas regarder tout de suite. Puis tellement c'était présent, très, très présent, j'ai dit, OK, je vais quand même ouvrir. Je n'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai compris un peu ce qui se passait. Et à ce moment-là, en France, donc ma mère, elle avait vu, enfin tout le monde autour avait vu, et maman, j'ai eu une conversation avec elle, elle était en larmes. Moi, je n'avais pas encore regardé la vidéo, elle était en larmes. Elle se posait la question, elle dit, mais pourquoi est-ce que nous, en tant que Noirs, on doit être tellement dénigrés? Elle était, j'avais jamais vu maman comme ça. Et ça m'a peinée, ça m'a donné de la colère, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont venues et je me suis dit, mais c'est vrai ça. Alors, du coup, dans la foulée, mon instinct donc de battante est monté. Et puis là, j'ai dit non, on doit faire quelque chose. C'est certain qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Et puis là, j'ai vu donc le groupe No Peace Until Justice qui avait mis donc commencé à écrire et puis on va se réunir, etc., etc. J'ai rejoint le groupe de jeunes et puis c'est comme ça qu'ensemble, en fait, a eu lieu cette, comme dit Sarah, énorme. On a eu, je pense, plus de 10 000 personnes qui sont venues à Ottawa, qui sont venus même de Montréal et d'autres. Dans la capitale nationale, on a marché ensemble pour dénoncer donc le racisme anti-noir. J'étais au micro avec une foule qui était tellement
en tout cas engagée aussi bien par la peine, la douleur, la colère, tellement de choses, il y avait beaucoup d'émotions et je me rappelle ce jour-là, si je me laissais partir, en fait, je ne pouvais même plus co-animer et j'ai pris ça sur moi, mais vous savez, c'était nécessaire de le faire. On était en pleine pandémie. Beaucoup on se posait la question, oui, on s'est assuré d'avoir une équipe donc, qui était présente pour les PPE, pardon. Donc on distribuait des masques, les gels lavants. Enfin, c'était tellement bien organisé et je veux faire, comme on dit en anglais, c'est un shout-out to la fondatrice, la jeune fondatrice, donc Samia Ahmed, une jeune fille qui s'est dit on ne peut pas laisser ça comme ça, toute timide qu'elle est, mais ensemble on a travaillé sur cette marche et qui a donné par la suite tellement d'ouverture. Les gens ont commencé à s'exprimer. Lorsqu'on avançait, j'avais tellement de jeunes qui venaient vers moi et me disent vous ne savez pas à quel point cela me libère, vous ne savez pas à quel point j'ai souffert de racisme, j'ai souffert. Et c'est ça qu'on avait besoin. Les gens, depuis de nombreuses années ici au Canada, à Ottawa, au Québec, et ça perdure encore, le racisme systémique est présent, que ça soit parce que tu es noir, que ça soit parce que tu es femme, que ça soit parce que tu parles telle langue avec tel accent, c'est pas correct. Et on doit tellement lutter contre ça et y mettre fin parce qu'à la fin de la journée, notre culture, c'est notre richesse et c'est ce qui nous unit et c'est la seule chose que nous avons en commun, notre différence. Tu as très bien parlé et j'aimerais aussi souligner le fait que la jeune Samia est d'origine somalienne. Oui. Il y a toi, une Congolaise, et Gwen Madiba, une Gabonaise. Alors, trois femmes africaines de tête qui mènent cette manifestation dans la capitale nationale du Canada. Alors, s'il faut parler de modèles, en voilà 3. Alors, là, la conversation tire à sa fin et d'habitude, on aime partager des mots d'encouragement, d'inspiration aux personnes qui regardent, surtout les jeunes que vous venez d'évoquer. Alors, Karine, quels seraient tes conseils, tes mots d'encouragement, surtout aux femmes noires, immigrantes? Mon Internet dérange, donc est-ce que tu peux répéter encore ta question, s'il te plaît? Oui, j'espère que ça va pas me lâcher. Non, mais là, pour conclure la conversation, des mots d'encouragement aux immigrants qui viennent d'arriver ou les gens qui sont ici depuis longtemps, mais qui peinent encore à se frayer un chemin là, dans cette société. En 2 minutes. Alors, c'est comme je disais, vraiment de s'armer de résilience, ça prend la résilience et au moins aujourd'hui, il y a les ressources. Il y a des ressources qui existent, comme tu vois, des gens qui entreprennent des actions incroyables comme Yvette, mais il faut vraiment travailler, comme on dit. Ma mère me disait toujours, il faut travailler toujours plus fort, même si j'avais 98 ans, c'est pas grave. Elle me dit que non, il faut avoir 100%. Donc, c'est comme, ça dérange quand on est enfant et qu'on entend ça tout le temps, mais plus qu'on grandit à l'âge adulte, on se rend compte que non, c'est vrai. Et je transmets le même message à mes enfants. On n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille 2 fois plus fort. Il faut être résilient et il faut travailler. Il faut travailler sans relâche parce que c'est dans la société dans laquelle on est. J'ai eu la chance d'animer un groupe pour les jeunes qui s'appelle J'affiche mon identité. Et évidemment, la première chose dont ils ont identifié comme situation qui les dérangeait, c'était la mort de George Floyd. Donc ça, c'était combien de mois après? Et ces enfants-là, ils n'ont pas de plateforme pour en parler. Eux aussi, ils en vivent du racisme. Eux aussi, ils vivent la discrimination. Et ils n'ont même pas encore les mots pour le définir. Alors, j'étais choquée
d'entendre des enfants de 8 ans, de 9 ans, me donner leur définition de discrimination, racisme, manque d'intégration, de haine, de crimes haineux. Et ils les ont définis de façon, ils ont défini leurs propres expériences et de savoir qu'on est en 2020, 2021 et que ça se vit encore aujourd'hui. Donc, si on n'est pas armé de résilience, on va tomber dans tout le reste qui existe de problèmes de santé mentale et de sentir qu'on ne peut pas s'intégrer. Alors, s'intégrer, il faut commencer par soi-même et il faut être très résilient et il faut s'entourer des gens, vraiment s'entourer des gens et des ressources qui existent pour nous. Merci. Et Yvette, en 1 minute, en 1 minute, je dirais, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Lorsqu'on immigre dans un nouveau pays, on se pose la question par où je vais commencer. La meilleure manière de connaître sa nouvelle ville, de connaître qui sont les élus, de connaître qui sont les différents acteurs de changement ou bien tout simplement de se faire des amis, c'est d'aller frapper aux portes. En allant, participant à des événements. Je sais que nous sommes actuellement en pandémie, mais lorsque les choses seront un peu plus relâchées, il faut connecter. La connexion, c'est important, de s'intéresser à ce que font les autres, les différents groupes, ne pas rester dans son cocon. Parce que c'est lorsque l'on ose qu'on arrive en fait à voir plus grand et surtout lorsque tu n'oses pas, tu ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Je finirai par dire que l'année dernière également, je me suis présentée aux élections municipales comme candidate et je suis arrivée 2e sur 10 candidats, c'était la première fois. Je n'ai pas gagné la première place, mais je suis si fière du travail qui a été mis en place et surtout du soutien que j'ai obtenu, pour lequel je ne pouvais pas imaginer obtenir un tel soutien sans avoir commencé. Donc, il faut oser. Ne restez pas seul, osez. Excellent. Donc, résilience, voir grand, ne pas lâcher. Merci beaucoup, mesdames. Vraiment, je suis tellement touchée, inspirée, impressionnée par vos parcours et j'espère que nos téléspectateurs le seront aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Un plaisir de faire ta connaissance, Karine. Look how far you have come on your own, but never alone. Through the rain and through the shine, here's your moment, it's your time. You stood tall and now you see, standing in your destiny. 100 woman growing strong. 100 woman where you belong. You stood tall and now you see, you have reached